Chapitre 6. La fugue. Roxane ne s'imaginait pas un instant vivre de telles horreurs. Sa vie était en train de s'écrouler minute après minute comme un jeu de dominos. À 13 ans déjà, Roxane voulait fuir de chez sa tante. Elle avait pensé à Rodrigue, son ami d'enfance, qui lui avait dit de l'appeler si elle se trouvait dans une situation difficile. C'était peut-être le moment de le faire. Elle avait profité de leur absence pour appeler Rodrigue et lui expliquer tout dans les moindres détails. Rodrigue était loin d'être un enfant parfait, mais il était impératif qu'elle parte avant que ses tuteurs ne reviennent. Le gardien faisait sa pause chaque vendredi à 13h pour sa prière hebdomadaire. C'était le moment idéal pour elle. Rodrigue lui avait donné rendez-vous quelque part non loin de la maison de ses tuteurs. Comme prévu, Boukhari procédait au lavage de ses mains et des autres parties du corps. C'était le signal pour Roxane. Et c'est ainsi que Roxane se retrouvait au lieu du rendez-vous. Elle n'avait pas de téléphone portable pour appeler à nouveau Rodrigue qui tardait à venir. C'était un lieu sale. Sur les murs, il était écrit « Interdit de pisser ici, sinon, palabre ». Ou encore « On pisse pas ici, sinon je te dabas ». Moi qui ne connais pas bien le langage des Abidjanais, je savais quand même que ces expressions voulaient dire qu'il était interdit d'uriner. Celui qui s'aventura à le faire devra livrer bataille avec les propriétaires du coin. Ceux qui avaient écrit devaient avoir un niveau médiocre en grammaire et en orthographe. D'où le néologisme d'Aba, qui signifie chez nous « palabre ». Malgré ces interdictions un peu partout, l'endroit dégageait une odeur nauséabonde. C'était là que je devrais attendre Rodrigue. Je n'étais pas à mon aise. Des gens malpropres me regardaient différemment à cause de mes vêtements. Ils se demandaient certainement ce qu'une jeune fille aussi belle que moi cherchait dans cet endroit. Dès qu'elle aperçut Rodrigue à quelques mètres de sa position, elle courut le serrer très fort. Elle ne pouvait s'empêcher de pleurer lorsqu'elle repensait à la trajectoire de sa vie. Aujourd'hui, elle se retrouve dans la rue. Heureusement, elle pouvait compter sur Rodrigue. Chapitre 7. La nouvelle vie. Cela faisait maintenant 5 ans que Roxane avait quitté la maison. À 18 ans, elle était devenue encore plus belle, attirante et séduisante. Elle vivait avec Rodrigue et Joe dans une maison bien aménagée. Vous vous demandez certainement comment a-t-elle fait pour pouvoir vivre à l'abri du besoin. Pour cela, je serai dans l'obligation de vous faire un flashback. Après avoir fugué, Roxane avait trouvé refuge chez son ami Rodrigue. Ce dernier ne vivait plus avec son oncle. Contrairement à Roxane, Rodrigue était dans les meilleures conditions pour étudier. Mais il a quitté la maison parce qu'il voulait gagner beaucoup d'argent. C'est paradoxal, n'est-ce pas ? C'était ainsi. Et comme il avait plusieurs amis, il n'avait pas tardé à trouver une nouvelle maison chez Joe. Joe était son bon vieux père. C'est ainsi qu'on appelle les grands frères. Aucun lien de parenté, qui aident souvent les petits frères lorsque ceux-ci sont dans des situations difficiles. Joe appartenait à un petit gang de 5 personnes dont il était le chef. Leur mission était de voler les honnêtes personnes, les dépouiller de tous leurs biens. Ce sont ces enfants-là qu'on appelle microbes, chez nous en Côte d'Ivoire. Mais le gouvernement leur avait donné un nom moins agressif. Les enfants en conflit avec la loi ou encore des enfants en rupture avec la loi. Rodrigue était l'homme de confiance de Joe. Le jour où Roxane avait appelé, Rodrigue se trouvait avec Joe. Ils avaient discuté du cas de Roxane et avaient décidé, d'un commun accord, de l'héberger chez eux. Le vieux père de Rodrigue vivait dans un appartement de 3 pièces. Le business qu'il avait mis sur pied était lucratif pour lui. Roxane était donc logée dans une des pièces de son appartement. Avec le temps, Roxane commençait à oublier sa vie passée et était décidée à vivre une nouvelle vie, une vie de gangster. Elle s'était vite acclimatée à leur activité illégale. Rapidement, elle était devenue le cerveau de leurs différentes opérations. Tous savaient qu'elle était la plus intelligente. Et son physique était aussi un atout de taille dans leur opération. Sa première participation à un complot avait permis à sa bande de gagner près d'1 million de francs CFA. Elle avait séduit un riche commerçant libanais. Cela avait été un petit travail pour elle. C'était ainsi que leur opération se déroulait. Joe était fier de sa nouvelle recrue qui lui permettait de gagner gros. Roxane se jouait les lélés. C'est comme ça qu'on appelle les filles de joie ou prostituées chez nous, en Côte d'Ivoire. Depuis que son oncle l'avait déflorée, Roxane ne pouvait s'arrêter de coucher avec les hommes, et non des moindres, les grands types du pays. Ministres, députés, maires, tous venaient profiter du plaisir que ses reins procuraient.
Il faut le dire, elle connaissait son travail. Au lit, elle était intraitable et domptait même l'homme le plus endurant. Oui, tout ça, c'est à cause de l'injustice de la vie. Roxane n'avait plus de sentiments. Elle vivait vraiment une vie de débauche. Elle qui voulait devenir architecte se retrouve aujourd'hui prostituée de luxe et même chef assistante d'un gang très dangereux et recherchée par la police nationale. La vie avait décidé autrement pour Roxane. Drôle de trajectoire. Elle avait même oublié son village natal. Elle ne le savait pas, mais sa mère avait rendu l'âme 2 ans après le décès de son père. Tout compte fait, cette nouvelle n'allait rien en changer le virage dans lequel elle s'était lancée. Le danger était maintenant le quotidien de Roxane. Elle n'avait peur de rien. La patronat, c'était son sobriquet. Tous les disc-jockeys des bars et des grands maquis d'Abidjan la connaissaient. Elle fréquentait aussi les brouteurs. C'est l'appellation qu'on donne aux jeunes gens qui escroquent de l'argent via Internet. La Côte d'Ivoire est le pays africain qui comporte le plus de brouteurs. Ça, c'est une information supplémentaire que je vous donne. Bref, Roxane était dans tous les grands coins d'Abidjan. Lors d'une cérémonie dans un bar VIP, Roxane avait remarqué un homme dont le portefeuille était rempli de dollars US. Elle était attirée par l'argent et voulait absolument se procurer ses billets. Elle avait déjà planifié un plan pour y arriver. Joe, Rodrigue dit Roro et la bande étaient tous dans le coup. Le monsieur en question avait une Toyota hybride. Elle avait réussi à le séduire. Qui pouvait résister à son charme ? Personne, même moi qui vous raconte l'histoire. Les deux montèrent dans la Toyota, direction le Sofitel Hotel Ivoire. Le riche homme ne savait pas qu'il allait se faire braquer dans les minutes qui suivent. Après une bonne dizaine de routes, Roxane attisait la soif charnelle du riche homme en lui montrant sa belle cuisse toute lisse. Le riche homme fantasmait déjà sur sa nouvelle conquête. Arrivée au premier feu tricolore, elle avait envoyé un message texte codé. « Attention, cible à 2 minutes du piège. » C'était le message qu'elle avait envoyé à Joe, qui nettoyait son AK-47 avec soin. Arrivée à l'endroit du piège, Roxane avait simulé un malaise, obligeant ainsi le riche homme à s'arrêter juste au lieu prévu par la bande. J'oubliais, c'était un ressortissant nigérien. Dans le bar, on l'appelait Apia Dollars. C'était son nom de brouteur. Le plan de Roxane se déroulait comme prévu. Son rôle avait pris fin à sa descente. « Hedja, main en l'air, petit maudit là !» C'était le grand Joe qui débarquait son AK-47 sur la poitrine du Nigérian. Il parlait uniquement le Nushi. Le Nushi est une langue populaire ivoirienne qui est composée de plusieurs langues locales. Le Nigérian savait qu'il allait tout perdre en quelques secondes à cause de Roxane. En parlant d'elle, Roxane était assise sur un banc en béton et assistait à la scène. Elle avait l'air satisfaite de son travail. Pendant que Joe pointait son arme sur le torse d'Apia, Roro se chargeait de palper le Nigérian. Argent, téléphone, chaîne, carte bancaire, tout allait dans le sac de Roro. Il restait la grosse caisse. Heureusement que la patronat savait conduire. Elle avait appris la conduite grâce à un de ses clients ministres dont je vais taire le nom pour ne pas avoir de problème après. Elle avait même pu obtenir son permis. Sacrée Roxane. Face à ses actes, je commençais à oublier son autre prénom, Aya. Pour les clients, elle se faisait appeler exceptionnellement Tina. Mais revenons au braquage. Joe écartait le Nigérian de la voiture afin de laisser l'honneur à Roxane de conduire la Toyota. Cigarette à la bouche, Roxane mit le moteur en marche et quitta les lieux du crime. La bande savait où la retrouver. C'était un travail d'équipe. Le soir, c'était les retrouvailles. La patronat, Joe, Roro et la bande s'étaient retrouvés à leur cachette habituelle. Moi-même, je ne savais pas où leur cachette était située. Ils partageaient les dollars US et tout ce qu'ils avaient pu voler. La voiture, elle, devrait être revendue le lendemain. La soirée était gagnée pour la bande. Ils terminèrent la fête dans une boîte de nuit de la place à dilapider l'argent volé en faisant le travaillement. Chez nous, travaillement, c'est lorsqu'une personne donne tout son argent à un artiste qui lui tient des propos dithyrambiques. C'était comme ça que prenait fin leur soirée. Un jour, lors de leur réunion mensuelle, il faut dire que c'était super organisé. La patronat avait suggéré de mettre sur pied un grand coup qui allait rapporter une somme énorme. C'était un plan risqué, mais la patronat adorait les risques. Toute la bande avait accepté ce défi. Chapitre 8. Le coup fatal.
L'envie de richesse grandissait de plus en plus dans l'esprit de la bande avec à sa tête la patronat. Un grand coup se préparait et d'après mes informations, si l'opération réussissait, il devrait empocher près de 17 millions d'euros. Il y avait de quoi prendre le risque, pensait la patronat. La patronat jouait les expertes. Elle avait le plan déjà en tête. Bon, les amis, grâce à mes contacts, j'ai pu élaborer un plan de génie. Sandrine, vous la connaissez. Toute la bande ne savait pas qui était Sandrine. C'était un nouveau nom pour eux, sauf Joe, le grand Joe. Il était le seul dans la bande à connaître Sandrine. C'était la fille du vice-président ivoirien. Elle avait hérité d'une grosse somme. Moi, je ne connaissais pas la somme. Seule Roxane devait le savoir. Bien, comme Joe vous l'a dit, il s'agit de la fille du vice-président de notre pays. Il paraît qu'elle a du fric, beaucoup de fric. On voyait Roro déjà esquisser un sourire. Il s'imaginait déjà dans sa nouvelle X6 faire la belle vie dans les rues d'Abidjan. Ce n'était qu'un rêve, il fallait qu'il se mette au travail afin de réaliser ce rêve. Pendant ce temps, la patronat continuait son explication. Donc le plan est tout simple. Suivre Sandrine de près. Ensuite, nous enverrons Petit Couteau à son domicile pour séquestrer ses 2 fillettes. Petit Couteau était l'un des membres de la bande. Il était reconnu pour son caractère brutal, à cause des fortes quantités de drogue qu'il prend chaque jour. C'était une mission qu'il allait accomplir sans problème. Certainement, avec ce chantage, elle finira par céder et nous donnera ce qu'on veut tous. Le fric. Toi, Roro, tu auras la charge d'abattre les gardes du corps de cette Sandrine dans la discrétion. Je ne voudrais pas laisser cette tâche à Petit Couteau à cause de son côté trop euphorique. Pour rappel, la dernière fois qu'il avait exécuté ce genre de tâche, le CCDO avait fini par les tracer. Pour ceux qui ne connaissent pas le CCDO, il s'agit du Centre de commandement et de décision opérationnelle. C'est une unité de l'armée ivoirienne qui a pour mission de poursuivre les bandits dans la Côte d'Ivoire. En fin de compte, la bande avait été donc dans l'obligation de changer de quartier général. Le projet était élaboré. Il ne restait plus que la date de l'opération. Après observation, la patronat avait remarqué que Sandrine se rendait au ministère chaque vendredi matin. La maison n'était pas vraiment surveillée. Aucun système d'alarme détectable. Seuls 2 gardes assuraient la protection de la maison. C'était le moment parfait. Le vendredi, donc, arriva. Attendez que je reprenne mon souffle. Voilà, je disais que le vendredi était arrivé. La patronat avait déjà tout programmé. Petit Couteau était en position. À l'aide d'un talkie-walkie, ils assuraient la communication pour s'assurer du bon fonctionnement du plan. Quant à Roro, il avait emporté son fameux couteau suisse sur lui. C'était plus discret qu'un revolver. La patronat avait en main un téléphone spécialement modifié pour l'occasion afin de déformer sa voix pour ne pas se faire identifier par sa victime. C'était le travail de Kino, le technicien du groupe. Quand je vous avais dit qu'ils étaient très organisés, je sais que vous ne m'aviez pas cru. On se croirait dans Fast and Furious 7. Bon, je rigole, mais je continue l'histoire. C'est avec ce téléphone qu'elle allait appeler Joe, qui avait pour rôle de ligoter Sandrine dans une maison inachevée, non loin de la banque. À 10h, l'opération avait débuté. Joe suivait Sandrine dans un taxi, tandis que Roro se chargeait de tuer les gardes un à un. Le premier garde avait à peine résisté que Roro avait déjà enfoncé son poignard au niveau de l'estomac. Le second, lui, était un peu costaud. Il avait réussi à résister 5 minutes en corps à corps. Et même si Roro avait fini par lui ôter la vie, il s'en est tiré avec quelques blessures au visage. Place maintenant à l'entrée de Petit Couteau, qui se dirigeait tout droit vers les 2 fillettes en pleurs. Ah oui, j'avais oublié la domestique. Roro s'en était chargée personnellement. Rassurez-vous, elle n'est pas morte. Elle a été juste enfermée dans une chambre de la maison. Un mort de moins, c'était bon à entendre. Du côté de Roro et de Petit Couteau, c'était mission accomplie. Ils n'ont pas tardé à communiquer l'information à la patronat. C'était à Joe de détourner l'itinéraire de Sandrine. Le chauffeur était le complice de Joe, donc à son signal, le chauffeur avait brusquement changé de direction, à la grande surprise de Sandrine. Les portières étaient condamnées et la vitre teintée et blindée. C'était suffisant pour que personne ne voie ni entende les cris de détresse de Sandrine. Le chauffeur la conduisait maintenant dans la maison inachevée comme prévu. La patronat avait été tenue informée de l'évolution des choses. Elle était satisfaite. Sur sa tête, Joe avait placé une cagoule noire qui camouflait bien son long visage. Sandrine ne cessait de pleurer en disant « Que voulez-vous? Dites-moi s'il vous plaît, je peux tout vous donner. Ne me tuez pas, pour l'amour de Dieu. » Voilà, tu as dit tout donner, non? C'est l'argent même, on veut. Ma patronne va te oueller tout de suite. Tu vas parler avec elle. Mais si tu bouges là, non, je vais mal te d'abat. Pour les novices du Nushi,
Wele signifie appeler. Quant à Daba, j'ai déjà donné sa définition en haut. Avançons dans l'histoire là. Sandrine avait peur et récitait des « Je vous salue Marie » à tout moment. Soudain, le téléphone de Joe commençait à sonner. La patronat allait à présent passer à la phase B de l'opération. « Allô, la patronat ? Oui, écoute bien, hein, ma petite », disait Joe à Sandrine, dont la morve maquillait tout son beau visage. « Bonjour Sandrine, si tu fais tout ce qu'on te demande, tu auras la vie sauve, ainsi que celle de tes adorables petites filles. » Sandrine venait d'apprendre que la vie de ses enfants était en danger. Elle qui avait envisagé de fuir avait décidé maintenant de céder aux demandes des ravisseurs. « Nous voulons que ton banquier nous transfère la somme de 20 millions d'euros sur un numéro de compte que je vais vous communiquer maintenant, et cela dans les 5 minutes qui suivent. Voici le numéro du compte qui devra réceptionner l'argent. FR 251 067 625 US. Je n'ai pas besoin de votre avis. J'attends. Et si quelqu'un prévient la police, je tuerai vos enfants. » Au moment où Sandrine voulait parler, la patronat avait déjà raccroché. La patronat ne badinait pas et Sandrine le savait. Sandrine appela donc son banquier, qui ne comprenait pas les raisons d'un tel virement. Il se doutait qu'il y avait quelque chose d'anormal. Après avoir fait le virement, il s'était rendu au domicile de sa cliente pour s'assurer que tout allait bien. À sa grande surprise, il découvrit les cadavres des 2 gardes du corps dans le jardin de la maison. Roro et Petit Couteau avaient oublié de cacher les corps. Il avertissait donc la police. Et là, les choses allaient commencer à s'enflammer. La police nationale, la gendarmerie, le CCDO avaient rapidement déployé leurs troupes à la recherche de la fille du vice-président. La chasse à l'homme avait commencé. Cette fois, c'était sérieux. Le pays tout entier était à leur trousse. Vont-ils s'en sortir ? Vous le saurez dans le prochain chapitre. Pour l'instant, je marque une pause afin de me reposer. Chapitre 9. Chasse à l'homme. Les choses commençaient à se compliquer pour la patronat et sa bande. Les sirènes partout dans la ville les avaient alertés. Ils se donnèrent donc rendez-vous à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour s'échapper par avion. Uniquement la patronat, Roro et Joe avaient leur passeport et leur visa à jour. Les autres allaient dans les gares routières d'Adjamé pour espérer échapper à la police. L'aéroport était bondé et cela ne déplaisait pas vraiment aux fugitifs qui pouvaient se fondre dans la masse plus facilement. Mais avant de se rendre à l'aéroport, la patronat avait donné l'ordre d'exécuter les 2 petites filles du vice-président. Les images avaient choqué la nation ivoirienne, si bien que les chaînes étrangères avaient fait de cet événement une édition spéciale. Les enfants avaient été éventrés avec un couteau de cuisine. Leur tête n'y était plus. Il y avait du sang partout dans la maison. Désolée pour l'image présentée. Je devrais écrire « âme sensible, s'abstenir », comme on le fait à la télévision. Roxane était devenue un monstre. Comment un être humain, en plus une fille de 18 ans, pouvait donner ce genre d'ordre ? L'ange qu'était Roxane s'était transformé en démon par la force des choses. Je ne la reconnaissais plus. Les événements s'enchaînaient et les forces de police n'avaient pas encore pu mettre la main sur la bande. Parmi ceux qui s'échappaient par la gare, Kino, le technicien, avait été arrêté par les éléments de la gendarmerie du côté d'Adjamé. Sous pression, il avait fini par avouer. Il avait dit aux gendarmes que ses patrons avaient pour projet de fuir par voie aérienne. « Si nous n'avons pas eu la queue, on aura certainement la tête. » C'étaient les propos du chef de section. Il était déterminé à arrêter les cerveaux de l'opération. Pendant que son équipe conduisait Kino en cellule de détention, il divulguait l'information à ses collègues de la police aérienne. L'alerte rouge avait été donnée à temps, car la patronat, Roro et Joe s'apprêtaient à passer le service de contrôle. C'est à ce moment qu'un agent de sécurité avait remarqué des taches de sang sur les cols de la chemise de Roro. C'était le sang des gardes de corps de Sandrine. C'était Petit Couteau qui avait tué les enfants. En parlant de lui, Petit Couteau s'est fait abattre par la police à la sortie nord d'Abidjan parce qu'il voulait voler un véhicule de police pour s'échapper. Il était vraiment à moitié fou, ce type. En tout cas, il l'a bien mérité. L'agent avait donc su que c'était un des membres du gang recherché. Il ordonna à Roro de mettre les mains en évidence le plus discret possible. Pris de panique, Roro voulait réagir en sortant son mini-revolver de calibre 22 caché sous sa ceinture. Pour votre information, lorsqu'un agent des forces de l'ordre vous demande de lever les mains en l'air, évitez tout geste brusque et suspect. Roro n'avait pas réfléchi par 2 fois avant d'agir. Avant même qu'il ne sorte son mini-revolver, 2 balles allaient se loger directement dans sa cage thoracique. C'était tellement rapide que je pensais regarder Lucky Luke en action. Ces 2 coups de feu ont mis l'aéroport en éruption.
Chacun voulait se cacher pour éviter une balle perdue. Roro était tombé. Il avait agonisé quelques secondes avant de mourir. Roxane avait perdu son meilleur ami, la seule personne qui lui avait tendu la main quand elle était dans le besoin. Joe était resté la bouche ouverte. Il ne s'imaginait pas un instant que son bon petit allait mourir un jour sous ses yeux sans qu'il ne réagisse. C'était le moment de fuir. L'heure n'était plus à la réflexion. Roxane avait compris cela. Et comme les gardiens étaient sur leur qui-vive, ils passaient à revue tous les détails. L'accès à la piste de décollage était mis hors service pour éviter que les fugitifs sortent du pays. Pendant ce temps, un des gardiens avait vu les papiers d'identité de Roxane tomber de son sac. Ne sachant pas qui elle était, il voulait simplement lui dire qu'elle avait perdu ses pièces. Il interpella Roxane à propos. Roxane avait cru entendre la voix de Joe, mais c'était celle du gardien en réalité. Lorsqu'elle s'arrêta et constata que ce n'était pas Joe, elle s'était remise à courir comme une folle. Le gardien de sécurité ne comprenait pas la réaction de Roxane. Dans l'intention de lui remettre ses papiers, il s'était mis à la poursuivre. Roxane se sentait maintenant menacée. Elle ignorait que l'agent de sécurité n'avait pas l'intention de l'arrêter. Animée par la peur, elle finit par craquer. Dans son élan, elle sortit son arme pour enfin se débarrasser de l'agent de sécurité. C'est ainsi qu'elle l'avait abattu. Elle lui avait mis une balle entre les 2 yeux. Elle maîtrisait bien les armes. La mort de cet agent avait attiré l'attention des troupes du CDDO. Une fusillade venait de naître à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. D'un côté, on avait les derniers survivants de la bande. De l'autre, les éléments des forces du CDDO. L'aéroport s'était vidé rapidement. Toutes les issues de secours avaient enregistré un nombre important de personnes. Il ne restait plus que les hommes armés. L'aéroport était devenu un champ de guerre. Les balles sifflaient de partout. C'était comme dans les films. Joe n'était pas à sa première fusillade. Il avait l'habitude de résister ainsi face aux gendarmes et il s'en sortait toujours. Mais cette fois-ci, ce n'était pas la gendarmerie, c'était tous les corps armés du pays qui étaient là, en face de lui et de Roxane. La radio-télévision ivoirienne, dit RTI, avait mis en place un plateau télé spécial pour diffuser les miettes d'images que ses envoyés spéciaux pouvaient obtenir. Personne ne voulait vraiment prendre le risque de filmer toute la scène au risque d'y laisser la vie. Tous les Ivoiriens voulaient connaître le dénouement de ce film de guerre qu'ils regardaient en direct à la télévision. La patronat et Joe étaient encerclés. Après des minutes de tir, il y avait le feu un peu partout dans le hall de l'aéroport. La décoration des murs avait changé. On ne voyait que les traces laissées par les balles. Par terre, il y avait un tapis de douille. On se croirait en Libye. La fatigue commençait à prendre le dessus sur la patronat. Joe, lui, était déjà habitué à ce type de confrontation. À l'aide d'un speaker, un agent du CDDO jouait les médiateurs. Il voulait ramener les fugitifs à la raison en leur proposant le cessez-le-feu. On pouvait l'entendre parler. On ne vous veut aucun mal. On veut simplement discuter avec vous. Nous vous demandons de cesser le feu, s'il vous plaît, pour entamer une négociation. Malgré cet appel, Joe continuait de tirer jusqu'à blesser le commandant de la gendarmerie nationale à la cuisse gauche. Ce n'était pas vraiment bien grave. La patronat avait été convaincue. Elle ne voulait pas finir comme Roro ou comme Petit Couteau. Elle avait donc décidé de se rendre, sans informer son coéquipier. De toute façon, cela ne pouvait en rien changer la détermination qui animait Joe. Il avait un slogan qu'il ne cessait de répéter à voix basse, « Never give up ». C'était la première fois que la patronat entendait Joe s'exprimer en anglais. Elle ne savait d'où cette phrase sortait, mais il avait l'air de comprendre la signification de ce slogan. Quant à elle, son intention de se rendre lui montait vraiment à la tête. D'un geste, elle faisait signe pour montrer qu'elle était prête à se rendre. Elle avait toujours un foulard blanc dans son sac. Elle l'avait utilisé comme drapeau blanc. « Vaut mieux aller en prison que de mourir », disait la patronat en murmurant. Joe ne comprenait plus rien. Sa patronne était décidée à le trahir. Lui, le grand Joe, ne pouvait admettre cela. La patronat se rendait main en évidence aux éléments du CCDO. Plus aucun coup de feu ne se faisait entendre. Mais arrivé à la mi-distance qui séparait les deux camps, on entendit 2 coups de feu. Que s'est-il passé? Qui avait tiré? Moi-même, je ne savais pas. Mais j'ai vu la patronat s'écrouler lentement sur le champ de douille. J'ai tout de suite su que quelque chose de grave venait de se produire. J'avais cru que l'un des agents lui avait tiré dessus. À ma grande surprise, d'autres indices m'ont permis de trouver le véritable meurtrier. C'était Joe. Il ne pouvait pas imaginer un instant que celle qu'il avait aidée venait de lui tourner le dos. Il avait donc décidé de la tuer de ses propres mains. Une balle s'était logée au niveau de son cou,
tandis que l'autre au niveau de sa colonne vertébrale. L'impensable venait de se produire. Roxane, Aya, Tina ou encore la patrona baignaient dans son sang. Elle était morte. La nouvelle en avait réjoui plus d'un. Un des cerveaux de la bande Teutéos venait d'être abattu. Oui, c'était comme ça qu'on appelait leur bande. Il ne restait plus que le grand Joe. C'était quasiment sa fin. Encore une fois, un des éléments du CCDO l'avait sommé avec le même speaker. « Monsieur, il n'y a plus de solution. Vous êtes encerclé. Rendez-vous maintenant, sinon, on sera obligé d'employer la manière forte. Je répète, rendez-vous !» C'était le dernier appel qu'il lançait à Joe. Ce dernier ne voulait en aucun cas abandonner, encore moins se faire arrêter comme un vulgaire débutant. Bouclier en avant, les éléments du CCDO avançaient regroupés à grands pas vers lui. Joe voulait ouvrir le feu, mais grande fut sa surprise lorsqu'il constata qu'il n'avait plus de munitions. Il était à sec, comme aiment le dire les combattants en guerre. Il avait utilisé ses 2 dernières balles pour abattre la patrona, sans s'en rendre compte. Quel plan allait-il nous sortir maintenant qu'il était vulnérable ? C'était le suspense total partout. Le film tendait vers sa fin. Et c'est en ce moment que les spectateurs, eux, n'avaient plus d'image. Il y avait un problème de réception et cela les mettait en rogne. Ils allaient manquer une partie importante. Mais pas vous, mes lecteurs. Soyez rassurés. La liaison entre vous et moi est très bonne et ne semble pas se rompre tout de suite. Pendant qu'elle réfléchissait, les éléments du CCDO avançaient. Arrivés à 1 mètre de la cachette de Joe, ils font une découverte choquante. Je vais demander aux âmes sensibles de s'abstenir car l'image que je vais présenter pourrait heurter la sensibilité de certaines personnes. Joe était couché. Du sang lui sortait par une veine sectionnée au niveau du cou. Ses yeux étaient restés grandement ouverts. De sa bouche sortait un liquide incolore qui avait pour toboggan sa langue. Joe agonisait comme un zombie. C'était une scène horrible. Mais il fallait que je vous la présente sans atténuation. Le verdict était tombé. Joe s'était donné la mort lui-même. Il s'était suicidé avec son couteau suisse. La nouvelle avait circulé sur tous les médias. C'était la fin de la bande Teutéos. Les autres membres arrêtés ont été conduits devant le tribunal de la première instance d'Abidjan. Ils avaient été condamnés à la peine à perpétuité. Le plus grand groupe d'enfants en rupture sociale qui faisait régner la terreur à Abidjan venait d'être démantelé. Chapitre 10. Après Teutéos. Malgré la bénédiction de ses parents, Roxane avait fini par changer de vie. Avait-elle décidé de son sort elle-même ? Je ne saurais vous le dire. La vie est pleine de surprises. Et c'était le cas pour Roxane. La nouvelle était arrivée à son village natal. La photo du corps de Roxane avait fait la une de tous les journaux ivoiriens. Conan, son petit frère et ses autres frères étaient sous le choc. Ils venaient d'apprendre que leur sœur chérie avait été la patronne d'une grande bande d'enfants en rupture avec la loi pendant près de 3 ans. Elle qui avait promis de revenir au village construire des immeubles n'avait pas tenu parole. Son implication et sa participation à plusieurs actes criminels lui ont coûté la vie. Malgré ces actes inhumains, Roxane avait eu droit à un hommage digne dans son village natal. Néanmoins, toutes les démarches faites par le chef du village pour ramener la dépouille de Roxane au village n'avaient guère abouti. Roxane avait rejoint ses parents au ciel. La vie avait décidé de quitter son corps prématurément. La vie continuait et le village oubliait petit à petit la mort de Roxane. Son oncle André était maintenant en prison pour tentative de viol. Roxane n'avait pas été la dernière victime d'André. Une autre avait vécu la même situation que Roxane. Mais cette dernière n'avait pas tardé à porter plainte contre lui. Suite à cet événement, il avait été viré de son travail. Quant à sa tante Eugénie, elle s'était remariée avec un riche homme d'affaires portugais. Ils avaient même quitté le pays pour s'installer au Portugal. Lui, au moins, ce n'était pas un obsédé sexuel. J'en avais la preuve. Elle avait appris la nouvelle depuis le Portugal. Même si elle n'avait pas gardé une bonne relation avec Roxane, elle se sentait responsable de sa mort. Je me souviens qu'elle avait coulé des larmes lorsqu'elle avait vu le corps sans vie de Roxane à la télévision. C'était difficile pour elle d'accepter la mort de la petite Roxane. Mais ce qui devait arriver arriva. C'était la volonté de Dieu. Un auteur pouvait dire qu'Allah n'est pas obligé d'être juste dans tout ce qu'il fait. Voici un peu la petite histoire que je voulais partager avec vous. L'histoire de Roxane, une fille que j'aimais bien et dont la mort m'a beaucoup affectée. J'espère que l'histoire vous a plu.
C'était l'histoire d'une vie. C'était J-Pixie, et j'espère que cette histoire vous aura plu autant qu'à moi. Bonne nuit à tous. Allez, ciao ciao.